9 ans. C'est le temps que j'ai pris pour revoir ce film et me plonger dans son univers aux différents niveaux de lecture. Narration maîtrisée et montage astucieusement imbriqué, tout est là pour offrir aux spectateurs du grand spectacle. Car oui, Cloud Atlas n'est pas un film comme les autres, il est unique en son genre. C'est une expérience qui demande aux spectateurs un minimum d'investissement afin d'appréhender au mieux cette saga épique, inclassable et bouleversante. Le récit est si riche qu'une théorie ne suffirait pas à lui rendre hommage, ni même une analyse minutieuse. C'est alors un voyage que je vous propose, un voyage dans le temps où l'humanité est constamment menacée, et peut-être trouver ensemble la solution qui sauvera notre monde. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo contient des spoilers et qu'il est nécessaire d'avoir vu Cloud Atlas pour suivre cette analyse. I know. Cloud Atlas retrace 6 histoires distinctes, se déroulant dans différentes parties du monde et différentes époques, allant du 19e au 24e siècle et reliées entre elles par des personnages. Mais c'est au final une seule histoire qui se déroule sur ces 5 siècles, où les décisions des protagonistes ont des conséquences sur leur parcours dans le passé, le présent et l'avenir lointain. Tout est lié, et un combat entre le bien et le mal traverse les âges sans que personne ne puisse trouver une solution pour arrêter cette lutte. Pourtant, la solution est là, tout près de nous. Ce premier niveau de lecture est le plus facile à percevoir, car chaque protagoniste de chaque histoire possède une petite marque sur lui. On pourrait penser que cette marque est celle d'une seule et même âme qui se réincarne dans un but précis. Mais en regardant de plus près, on peut voir que 2 personnages contemporains possèdent simultanément cette tache de naissance. Ce n'est donc pas la même âme qui se réincarne. L'histoire d'Adam Ewing se déroule en 1849 sur l'océan Pacifique. Adam est un jeune juriste qui voyage sur un navire en route pour San Francisco et transporte un coffre rempli de pièces en or, produit de la traite d'esclaves. À bord, il fait la connaissance d'Autua, un Moriori, esclave et passager clandestin. L'histoire de Robert Frobisher se passe en 1936 à Cambridge. Robert est un jeune compositeur qui entretient une correspondance épistolaire avec son amant Rufus Sixsmith. Il devient le copiste du célèbre musicien Vivian Ayres tout en continuant son œuvre personnelle, le sextet Cloud Atlas. L'histoire de Louisa Ray commence en 1973 à San Francisco. Louisa Ray est journaliste à Spyglass Magazine. Elle fait la rencontre impromptue de Rufus Sixsmith, qui est devenu physicien nucléaire, et l'informe d'un problème de sécurité concernant une nouvelle centrale nucléaire. L'histoire de Timothy Cavendish se déroule en 2012 au Royaume-Uni. Timothy Cavendish est un éditeur qui ne connaît le succès financier que lorsque Dermot Hoggins, un de ses auteurs, jette un célèbre critique littéraire du haut d'un immeuble où une fête se déroule. Lorsque les frères de son client viennent le trouver pour qu'il leur remette 50 000 livres sterling, Timothy Cavendish appelle son frère Denholm à l'aide. L'histoire de Sonmi 451 voit son démarrage en 2144 à Neo-Séoul, une péninsule de Corée suite à la hausse du niveau de la mer. Sonmi est une clone qui travaille dans une cafétéria appelée Papasong. Elle fait la rencontre d'un jeune homme faisant partie de l'Union rebelle qui veut lui montrer la face cachée du monde. Enfin, l'histoire de Zachary se déroule en 2321 à Hawaï. Zachary est un membre d'une tribu primitive qui combat les cannibales Kona. Il fait la connaissance d'une ethnologue issue du dernier bastion de civilisation technologique, les Prescients. Cette petite comète serait peut-être le symbole, chez celui ou celle qui la porte, de l'opportunité de changer les choses, de laisser une trace de son passage et tenter de rendre le monde meilleur. Mais même si tous finissent avec une certaine forme de victoire sur l'oppression qui les domine, à l'échelle de l'humanité, leur victoire semble bien insignifiante, car les progrès réalisés dans chaque histoire sont anéantis par une nouvelle forme d'oppression. No matter what you do, it will never amount to anything more than a single drop in a limitless ocean. Alors si cette marque n'est qu'une goutte d'eau dans un océan, peut-être que la notion de réincarnation qui s'impose véritablement tout au long du film en est la clé pour sauver notre monde. Les âmes, à force d'essais, apprendraient de leurs erreurs pour arriver à créer un monde meilleur. Maintenant, passons en revue nos personnages et commençons par l'âme qui semble ne jamais changer, celle du mal, qui sera toujours interprétée par Hugo Weaving. Haskell Moore, le beau-père d'Adam, qui possède une entreprise dont l'esclavagisme lui est bénéfique, Thaddeus Kesselring, un Allemand qui rend visite au compositeur Vivian Ayres et dont la politique est résolument anti-juive.
Bill Smoke, qui est un assassin au service des hauts dirigeants de Seaboard Corporation. L'infirmière en chef Knox à la maison de repos Aurora House. Mephi, qui rend visite à Sonmi dans sa cellule après sa capture et la condamne à mort. Et enfin le vieux George, qui semblerait être un esprit malfaisant. Il n'est d'ailleurs pas anodin que cette dernière représentation du mal porte le prénom George. On peut penser à George Washington, possesseur d'esclaves et présent sur le billet d'$1. Dollar qu'on peut s'amuser à voir ici sur le logo de la Seaboard Corporation. Mais c'est surtout en 2144 que ce prénom prend tout son sens avec l'abattoir humain. George, à côté du logo de Papa Song, peut encore une fois nous rappeler George Washington, l'un des pères fondateurs des États-Unis. Regardons une âme qui va évoluer du mal vers le bien et qui, changeant de statut, sera harcelée par l'autre camp. Cette âme sera toujours interprétée par Tom Hanks. Le docteur Henry Goose, un médecin anglais cupide et meurtrier, un tenancier d'hôtel faisant chanter le jeune Robert Frobisher, Isaac Sachs, un ingénieur travaillant pour Seaboard Corporation dont il développe le terrible projet qu'il dénoncera et abandonnera après avoir rencontré Louisa Ray. C'est ici le point de rupture pour cette âme en quête de rédemption. Il mourra malheureusement assassiné. Dans la prochaine vie, c'est Dermot O'Higgins qui a une chance de se racheter. Il est face à un choix. Retrouver cette femme qui semble lui rappeler quelqu'un, ou jeter par la fenêtre un critique un peu trop virulent. Il faudra attendre de nombreux siècles avant que celui-ci fasse amende honorable, d'abord sous l'identité d'un acteur, puis beaucoup plus tard quand on retrouve cette âme avec Zachary, dont le vieux George essaiera en vain de le pervertir. Cette fois, l'âme est sauvée, et c'est ce personnage qui porte la fameuse marque. On notera un élément qui résume bien cette évolution avec ce bouton. Cet objet de tentation et d'avidité pour Henry Goose devient aussi un objet de culpabilité pour Zachary. Zachary qui n'a rien fait pour sauver son beau-frère de la mort. Il portera ce poids autour du cou tout au long du film, jusqu'à l'étranglement, puis la libération. Ailleurs, une âme qui se voulait bourreau se trouve victime à son tour. I'll pack my bags and be gone by morning. You'll do no such thing. You'll leave only when I say you can leave. My keys, please. Residents are I'm not a ruddy resident! Parfois, certaines âmes s'incarnent d'abord en un personnage anecdotique pour finalement se hisser dans le récit. C'est le cas de cette âme interprétée par Alberi. Elle est d'abord une indigène esclave, puis dans la peau de Jocasta Ayres, une femme rejetée parce qu'elle est juive, et qui trouve refuge dans les bras de Frobisher. Puis c'est Louisa Ray, qui porte la fameuse marque, qui va presque déjouer le projet de la Seaboard Corporation. Rédemption faite, le destin la réunit à son âme sœur lors d'une fête, mais ça ne fonctionne pas. En 2144, elle délivre une esclave, Sonmi. 2 siècles plus tard, sous les traits de la pression Méronyme, elle rencontre de nouveau son âme sœur Zachary, avec qui elle terminera sa vie. Et d'autres âmes gardent le même rôle tout au long des siècles, comme celle-ci qui a pour destinée de protéger et sauver. Mais malgré des rédemptions, des victoires personnelles, cela ne suffit pas et l'histoire se répète toujours éternellement. Alors peut-être que le karma et les coïncidences pourraient avoir raison de ce démon. On peut se dire que des vœux formulés auront un impact dans le temps, comme par exemple ici. Il faudra attendre 2012 pour que cette menace soit mise à exécution par Dermot O'Higgins avec le critique littéraire. Et oui, le musicien et le critique littéraire sont la même personne. Ou encore ici, quand Robert Frobisher avoue son amour pour le vieil homme et se fait repousser. C'est presque un siècle plus tard que les deux âmes pourront se retrouver et donner libre cours à leurs désirs. Then who are you talking to? Hello, Georgette. Hello, Timothy. Mais tout ça ne résout pas véritablement notre question initiale. Comment vaincre cette oppression et en empêcher une nouvelle de naître ? Alors que chacun lutte contre l'avidité, le pouvoir et la perversion, une simple phrase semble résumer notre monde. The weak are meat, and the strong do eat. Cette vision d'un monde binaire, divisé, et où un camp doit toujours survivre à l'autre, nous renvoie à un autre George, décidément bien tenace. St. George and the Dragon. Reminds me that composing is a crusade. Sometimes you slay the dragon, sometimes the dragon slays you. Pourtant, ce n'est pas ce que transmettent ceux qui se révoltent, bien au contraire.
leurs décisions sont irrévocables et on voit un futur plus clément se profiler. Leur message traverse les âges tout comme celui de Sunmi, et l'amour, cette force puissante qui, si certains sont séparés, les rapprochera dans un passé, un présent ou un futur. Mais notons bien une chose, en 2144, nous assistons à la naissance de cette fameuse marque en forme de comète. Si nous retrouvons cette marque au 19e siècle, on peut alors penser que le temps forme en réalité une spirale. En d'autres termes, toutes ces histoires imbriquées forment un cycle destiné à se répéter. Mais cette trace de comète induit aussi l'idée que ce cycle garderait une trace du cycle précédent, comme une mémoire. Ainsi, chaque répétition pourrait conduire à une meilleure résolution au fil de ces héritages. Mais même en sachant tout ça, il semble nous manquer la clé qui amènerait l'harmonie. Alors quelle pourrait être cette clé présente tout au long du film et qui nous a échappé? Car c'est cette clé, mes amis, qui semble pouvoir sauver notre monde. Pour la trouver, il faut revenir aux marques de naissance. Regardez, sur Adam Ewing, nous voyons ici la fameuse marque de naissance qui est située sur sa poitrine. Robert Frobisher, sa marque de naissance est située en bas de son dos. Louisa Ray a la sienne située sur son épaule gauche. Timothy Cavendish sur son mollet droit. Pour Sunmi 451, sa marque est située sur son cou. Mais étant créé par l'homme, ce n'est pas une marque de naissance, donc on ne la compte pas. Quant à Zachary, sa marque de naissance est située à l'arrière de son crâne. Faisons maintenant une petite expérience. Plaçons toutes ces marques sur un seul et même corps. Celui du Vitruve, imaginé vers 1490 par Léonard de Vinci et représentant les proportions parfaites du corps humain inscrit dans un cercle et dont le centre ici sera le nombril. Nous avons des points. Le titre du film est Cloud Atlas, que l'on peut traduire par cartographie des nuages, et donc peut-être du ciel qui est un plan d'ouverture et de fermeture du film. Enlevons l'homme du Vitruve et mettons un ciel étoilé en fond. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ça ressemble à une constellation et je prends contact avec un astrophysicien. Celui-ci me dit que cet assemblage de points est proche de la constellation Cassiopée. Or, la reine Cassiopée prétendait que sa fille Andromède était pourvue d'une beauté inégalable. Elle sera punie de sa vanité par les dieux, qui la condamneront à tourner autour du pôle, la tête en bas. On retrouve ici l'idée du cycle qui se répète. Coïncidence ou non, le mythe de Persée sauvant Andromède du monstre marin aurait trouvé sa version chrétienne dans la légende de Saint Georges contre le dragon, mythe représenté par Eugène Delacroix dans sa peinture portant les deux titres. Sur Google, en tapant Andromède ou Cassiopée, le mot beauté revient sans cesse. Mais qu'est-ce que je peux en faire? Je retourne dans le film et je cherche image par image un indice. Et regardez, le voici. Alexander Solzhenitsyn. Tapons maintenant beauté et le nom de l'auteur sur Google, et nous tombons sur son discours datant de 1970 et sur cette phrase de Dostoïevski. La beauté sauvera le monde. C'est peut-être ça la clé. Mais qu'est-ce que cette phrase veut dire? Comment ça serait possible? En quoi la beauté peut-elle nous sauver des guerres et massacres sanguinaires? Et pourtant cette phrase, croyez-moi, c'est le cœur du film. Alexander Solzhenitsyn dira lui-même « Une goutte de vérité peut l'emporter sur un océan de mensonges ». Et ce personnage répondra « What is an ocean but a multitude of drops? » Il suffira d'une simple goutte, mes amis, pour rétablir la justice et la paix. Et cette goutte est présente tout le long du film, et nous la connaissons car elle traverse les âges et est le témoin de notre histoire depuis l'aube de l'humanité. Cette goutte s'appelle l'art. Lors de son discours, Alexander Solzhenitsyn a dit aussi « Et c'est l'une des étapes d'un homme courageux de ne pas participer aux mensonges, de ne pas soutenir de fausses actions. Les artistes peuvent faire plus. Ils peuvent conquérir le faux. Dans la lutte contre le mensonge, l'art a toujours gagné et il gagnera toujours. » Et l'art se divise en 7 catégories, toutes présentes dans le film. L'architecture, la sculpture, la peinture, la musique, la littérature, la scène et le cinéma. C'est cet art qui permet une révolution efficace et défendre ce qui est vraiment significatif, être cette goutte dans l'océan. C'est donc bien dans la transmission de cet art que réside le salut de l'humanité. Or, c'est bien cette transmission qui fait défaut tout le long du film. On le voit par exemple dans le journal d'Adam Ewing, dont il ne restera que la moitié entre les mains du compositeur Robert Frobisher. On le voit aussi dans l'œuvre musicale de ce dernier, dont il ne restera que très peu de copies en 1973.
L'autobiographie de Cavendish sera adaptée dans un film oublié de tous et semblant peu glorieux. Tout comme le manuscrit de l'histoire de Louisa Ray, écrit par son jeune voisin Javier Gomez, qui deviendra un polar de gare alors qu'il dénonce un danger imminent. C'est dans l'art que réside la mémoire de notre humanité. Et si l'amour est le moteur de notre évolution, l'art en est l'instrument. Et si nous ne prenons que le 7e art qu'est le cinéma, nous voyons qu'il est le témoin de cette magie qui nous élève, nous apprend et nous pousse à voir plus loin, à faire preuve d'empathie mais aussi d'analyse, à accepter l'autre et prendre du recul, à nous faire rêver ou nous révolter, mais surtout à transmettre aux prochaines générations notre passé, notre présent et sans doute notre futur. From womb to tomb, we are bound to others, past and present. Un grand merci à tous les abonnés, les tipeurs et nos amis qui nous soutiennent depuis le début. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager ces vidéos autour de vous. Et au plaisir de nous retrouver ensemble pour la prochaine théorie.